Nous allons aborder le sujet, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, une phase de transition entre deux économies mondes, en nous appuyant sur la consigne, en analysant ces deux documents, montrer comment la fin du 19e et le début du 20e siècle constituent un tournant majeur dans l'évolution de la géographie mondiale. L'économie monde, c'est-à-dire l'unification économique de la planète, a été amorcée à partir du XVIe siècle, date à laquelle les Européens ont uni le monde, d'une part sur le plan commercial par l'ouverture de routes contournant l'Afrique par les Portugais qui ont pu les amener justement jusqu'en Asie du Sud et du Sud-Est, et d'autre part avec les grandes découvertes menées par Christophe Colomb notamment, et la conquête progressive de l'Amérique initiée par les Espagnols, qui a abouti justement à la mise en circuit économique de 4 continents sur les 5 connus, et le développement d'une économie centrée tout d'abord sur l'Europe. Or, à partir de la fin du XVIIIe siècle, émerge au sein de ces puissances européennes une puissance dominatrice qui va centrer cette économie monde autour de son empire, c'est l'empire britannique. Cet empire britannique, tout au long du XIXe siècle, va dominer cette économie monde, nous verrons sous quelle forme, avant progressivement de décliner à la fin du XIXe et de perdre ce statut au début du XXe siècle. Pour nous aider dans cette tâche, nous allons nous appuyer sur deux documents. Le premier est un tableau qui illustre la compétition industrielle entre trois grandes puissances, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne. Sont ici évoquées la production de charbon, la production d'acier, la consommation de coton brut, la construction de chemins de fer et le tonnage des navires, c'est-à-dire le poids de marchandises comment dirais-je, convoyés par les navires de trois nations que nous allons rappeler immédiatement, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne, tout au long justement de la période allant de 1870 à 1913. Donc nous sommes en plein dans cette question dite de phase de transition, c'est-à-dire de période transitoire entre deux économies mondes que nous rappellerons dans le cadre de notre définition des termes. Le second document est un discours de Albert Beveridge, qui, sénateur républicain, prononce ce discours en 1899 au Middlesex Club de Boston. Il illustre, de fait, il a été donc d'abord traduit de l'anglais par Edmond Préclin et Pierre Renouvin, et publié dans Textes et documents d'histoire 4, l'époque contemporaine, 1871-1914, publié au PUF à Paris en 1939. Rappelons que le premier document, par ailleurs, a été donc publié par B.R. Mitchell et cité par B. Lemonnier dans Un siècle d'histoire industrielle du Royaume-Uni, 1873-1973, aux éditions CEDES en 1997. Ces deux documents nous amènent à nous poser la question de savoir comment s'est produite cette transition entre deux économies mondes, l'économie monde britannique qui a dominé le 19e siècle et l'économie monde américaine qui va émerger au cours de la période du début du 20e siècle et s'affirmer pleinement au cours de la fin du 20e siècle. Ces deux économies mondes, c'est-à-dire la domination des échanges économiques planétaires par une puissance, eh bien, est le cadre, justement, au cours de cette période clé qu'est la fin du 19e et le début du 20e siècle, d'une phase transitoire, c'est-à-dire du passage de la domination d'une nation à une autre. En cela, effectivement, c'est un tournant majeur, et un tournant inclut justement le fait d'une transformation liée, et on le verra, à la notion de cycle économique, c'est-à-dire de phase de croissance et d'expansion, nous y reviendrons plus loin, qui se mettent en place à partir de modifications technologiques dont on peut identifier tout de suite la nature, puisque nous sommes à la fin du 19e et au début du 20e, c'est-à-dire lors de ce qu'on appelle la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire le passage d'une économie qui était basée sur la vapeur à une économie qui va être basée désormais sur le moteur à explosion et l'électricité. En ce sens, on peut de fait s'interroger sur eh bien, la nature des changements qui se sont produits entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, et qui ont amené au déclin de l'économie monde britannique pour mener à l'émergence de la puissance américaine après une phase de transition, c'est-à-dire de brusques changements qui ont amené justement à la domination de la nation américaine.
En ce sens, comment s'est produite cette phase de transition entre la fin du 19e et le début du 20e siècle? Pour aborder cette question, nous cernerons d'abord une première partie autour de la question du déclin progressif de l'économie monde britannique, avant de revenir sur la question et les raisons qui ont pu amener à la construction d'une économie monde dominée cette fois par les États-Unis, après une phase de transition, c'est-à-dire de passage d'une économie monde à une autre, au cours du début du XXe siècle, période clé en ce sens, où un certain nombre de facteurs vont amener à la réduction progressive de la place de la Grande-Bretagne dans les échanges commerciaux mondiaux, à l'émergence de la toute-puissance des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Alors en premier lieu, nous allons évoquer le déclin de l'économie monde britannique. Cette économie monde britannique s'articule à partir de la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle sur un double cycle de croissance et de dépression lié d'abord à la machine à vapeur, puis comment dirais-je, à ses applications dans le cadre justement du transport lié à cette machine à vapeur. On pensera immédiatement au train notamment, ou encore justement à la marine, aux navires, comment dirais-je, qui utilisaient à l'époque la vapeur. Donc ces deux cycles économiques, celui de l'initialisation justement ou des premières applications de la machine à vapeur, puis justement cette révolution des transports qui va aboutir au milieu du XIXe siècle au renforcement de cette économie monde britannique. Rappelons d'abord que cette économie monde britannique est centrée sur la Grande-Bretagne et sur le Royaume-Uni. Elle s'appuie sur un empire colonial que la Grande-Bretagne a pu conquérir, notamment justement sur comment dirais-je, au Canada, ou encore en Inde, ou sur les côtes de l'Australie. Et encore une fois, en Afrique donc australe et orientale. Cet empire s'appuie sur le transfert de matières premières produites dans cet empire colonial, produits qui sont ensuite amenés en Grande-Bretagne pour y être transformés dans les industries qui utilisent alors la machine à vapeur. Ces produits sont le thé, le coton, notamment, des bois exotiques relativement rares, qui sont transformés et vendus ensuite en Grande-Bretagne, en Europe, ou encore en Amérique, et en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Ces produits sont pour la plupart réalisés soit dans le bassin industriel londonien, soit dans ce qu'on appelle le Lancashire, c'est-à-dire une région située à l'ouest de l'Angleterre, autour des villes, d'abord du port de Liverpool et de la ville industrielle de Manchester, à quelques kilomètres. Cette complémentarité entre ces deux villes a formé un véritable bassin industriel qui constitue la première région industrielle de Grande-Bretagne à l'époque, où tout est débarqué et finalement tout y est transformé pour y être renvoyé ensuite vers les marchés que nous avons précédemment évoqués. Dans ces régions, la transformation sociale est relativement importante dans la mesure où naît ce qu'on appelle un prolétariat à l'époque, c'est-à-dire une classe ouvrière majoritairement exploitée finalement par les patrons en échange de salaire et d'un temps de travail, d'un salaire relativement faible et d'un temps de travail relativement élevé, ce qui est critiqué par Friedrich Engels notamment lorsqu'il visite cette région, et région qui a été assez bien décrite, là encore, par Alexis de Tocqueville, philosophe et politiste français du XIXe siècle. Or, à la fin du XIXe siècle, apparaissent des éléments qui montrent ou démontrent déjà des débuts de concurrence entre le Royaume-Uni et d'autres puissances mondiales. D'abord l'Allemagne, qui va être justement en premier lieu la première puissance avec la France, qui va tenter de contrebalancer cet équilibre économique mondial par un développement industriel, qui va être d'autant plus fort à partir de 1870 que l'espace économique allemand va être unifié par l'unification allemande et la création du Second Reich, notamment allemand. Initié justement par Frédéric Ier, puis son successeur Frédéric II.
et qui va aboutir à une concurrence de plus en plus importante de l'Allemagne vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Tout cela à la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle, où l'on peut voir notamment par la production de charbon ou encore justement d'acier, que l'Allemagne commence à concurrencer sérieusement la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni sur le plan de la production industrielle. Parallèlement, et c'est là l'intérêt justement de ce document, on voit l'émergence très nette d'un territoire totalement nouveau qui est celui des États-Unis. Les États-Unis sortent au début du XXe siècle d'une période d'unification d'un territoire continental d'est en ouest, ce qu'on appelle tout simplement la conquête de l'Ouest, qui a permis justement à la fois l'exploitation de matières premières relativement importantes par les industries de l'est des États-Unis, et l'émergence justement d'une concurrence de plus en plus aboutie des États-Unis à l'encontre justement du Royaume-Uni, puisqu'on peut voir que dans la production de charbon ou la production d'acier, ou encore même la consommation de coton, la construction de chemins de fer, et dans une moindre mesure dans la concurrence navale, eh bien les États-Unis s'affirment comme la première puissance émergente. Elle reste toutefois effectivement relativement fragile encore à l'époque, dans la mesure où l'industrialisation britannique est relativement ancienne et où les marchés sont toujours contrôlés par la Grande-Bretagne. Beveridge, d'ailleurs à l'époque, en 1899, à l'orée justement du début du XXe siècle, évoque le fait que les usines américaines produisent plus que le peuple américain ne peut utiliser. Le sol américain produit plus qu'il ne peut consommer. La destinée nous a tracé notre politique. Le commerce mondial doit être et sera le nôtre. Et nous l'acquérons comme notre mère, l'Angleterre, nous l'a montré. Donc il y a une véritable volonté de la part des Américains et de l'élite politique américaine dont fait partie Beveridge, puisqu'il s'agit d'un sénateur républicain, de concurrencer et de mettre en concurrence justement la Grande-Bretagne et de mettre fin finalement à cette économie monde britannique par une concurrence forcenée de la part des États-Unis vis-à-vis justement de la Grande-Bretagne, ancien pays colonisateur, et qu'elle vise directement, justement, par ce discours. C'est aussi l'acte fondateur de l'impérialisme américain, puisqu'il y a derrière cela une véritable volonté de s'imposer comme première puissance mondiale, et on verra dans quel cadre par la suite. On en arrive donc au grand 2, vers l'économie monde américaine. On s'appuiera d'abord sur la question de la transition en cours au début du XXe siècle. Il est de plus en plus visible, comme on l'a précédemment évoqué, que les États-Unis se démarquent de plus en plus en 1913 de leur ancien pays colonisateur. Avec la production d'acier comme de charbon, on voit que l'industrie américaine est en train de dépasser très largement celle de la Grande-Bretagne. La consommation de coton, avec 1313 millions de tonnes, justement, ou 1,312 milliard de tonnes consommées en 1913, démontre clairement qu'un marché colossal s'est ouvert aux États-Unis, avec une population qui ne cesse d'augmenter de par les apports de l'immigration notamment, et l'ouverture justement de perspectives économiques nouvelles liées à la découverte de pétrole ou d'or au Texas notamment, pour le pétrole, ou encore en Californie pour l'or et le pétrole. La construction de chemins de fer illustre aussi le fait que la puissance américaine est en train de conquérir l'ouest des États-Unis, et notamment de créer de grandes lignes de chemins de fer est-ouest, de la côte est historiquement conquise jusqu'à ces nouveaux territoires que sont la Californie, ou encore le Colorado ou l'Oregon. Parallèlement, on peut voir que se développe progressivement, mais encore à un niveau qui est inférieur à celui des Britanniques, une marine de commerce, qui eh bien, est en train, en 1913, de commencer à égaler celle des Britanniques, alors même que la domination britannique, on l'avait vu, était liée au commerce international naval qui apportait des marchandises des colonies vers la métropole britannique. Et le discours de Beveridge, justement, nous le montre clairement cette volonté de couvrir les océans des vaisseaux de commerce américains. Et cette volonté, justement, est encore confirmée par la phrase « Nous bâtirons une marine à la mesure de notre grandeur ». Et là, on peut aussi s'interroger justement sur
le tournant raté, sans doute par la Grande-Bretagne, de la seconde révolution industrielle. Cette seconde révolution industrielle, basée justement sur le moteur à explosion, va donner un certain avantage aux pays qui disposent de matières premières telles que le pétrole, ou encore justement d'entrepreneurs suffisamment aventureux pour ouvrir des perspectives dans les domaines de l'électricité notamment. Se développe à partir de la fin du 19e toute une série de grandes compagnies américaines qui vont exploiter ce domaine et vont permettre une modernisation très importante du territoire américain, d'abord sur la côte est, puis progressivement justement dans le reste du territoire. D'où la progression aussi par ailleurs du niveau de vie. Rappelons que c'est à la fin du 19e qu'un ingénieur va définir la notion de taylorisme, c'est-à-dire de travail à la chaîne, qui va être appliqué dans tous les territoires américains, et amener justement à une modernisation et une productivité de plus en plus importante des usines américaines face aux usines du reste du monde, et particulièrement celles du Royaume-Uni. Donc alors même que le Royaume-Uni est en train de décliner, eh bien, dans le cadre de la perspective de la destruction créatrice théorisée par l'économiste Schumpeter, on peut penser que la seconde révolution industrielle a un rôle déterminant dans le fait que, de par sa productivité et ses moyens assez importants, grâce notamment à ces ressources qui paraissent encore à l'époque inépuisables aux États-Unis, eh bien, cette nation est en train de dépasser littéralement, ou de commencer à dépasser la Grande-Bretagne. C'est pour ça que nous sommes pleinement dans une phase dite de transition. La Grande-Bretagne voit justement sa domination outrageuse, encore au milieu du 19e siècle, s'effondrer littéralement, dans la mesure où le premier cycle lié au développement de la machine à vapeur dans les industries, puis au développement de la machine à vapeur dans les transports est en train d'être appliqué dans l'ensemble des grands pays développés de la planète. La deuxième révolution industrielle, liée justement cette fois au moteur à explosion et à l'électricité, est en train d'amener justement les États-Unis en première position dans le cadre des échanges mondiaux. On ne peut pas encore parler d'économie monde américaine, mais nous sommes dans la maturation, dans la réalisation de cette économie monde. Après la Première Guerre mondiale, après 1918 et au cours des années 20, Ford confirmera notamment le modèle économique et le modèle productif développé par Taylor, notamment dans le cadre du Fordisme, c'est-à-dire une production à la chaîne, liée aussi à un contrôle des corps assez évident, notamment par l'interdiction de comportements qui peuvent nuire à cette production et qui s'accorde tout à fait avec justement la prohibition américaine des années 30, notamment, des années 20 et 30, et qui, par ailleurs, se donne un volet social en ce sens où l'idée de Ford est de vendre des voitures à des ouvriers qu'ils payent relativement bien. Donc de fait, nous sommes dans le cadre d'un cycle vertueux qui s'auto-entretient et permet justement aux entreprises américaines de vendre à bon marché des produits que les ouvriers qui sont en train de devenir la catégorie émergente aux États-Unis et la première catégorie sont en train d'acheter. Le problème, c'est que au cours des années 30, et notamment avec la crise de 29 et qui va suivre une décennie et qui va être suivie d'une décennie de crise importante, eh bien ce modèle finira par s'essouffler et devra justement être l'objet d'un rebond. Mais toutefois, effectivement, le Fordisme illustre tout à fait ce début de la domination américaine et de la génération de cette économie monde américaine. Deux autres facteurs externes à l'économie viennent aussi expliquer la montée en puissance des États-Unis. C'est d'abord, et ce n'est pas indiqué dans le document 1, dans le tableau, mais c'est bien effectivement la Première Guerre mondiale qui va mettre un coup d'arrêt à la puissance britannique en l'affaiblissant de manière assez importante, de la même manière que l'Allemagne, elle aussi, sera excessivement affaiblie par cette guerre, alors même que les États-Unis en sortent vainqueurs et se sont transformés progressivement en usine du monde pour fournir l'effort de guerre anglais et français durant cette Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale verra le sommet de cette tendance, en ce sens où justement l'ensemble de la production militaire qui répond aux besoins des Européens et des Américains sera placé aux États-Unis et permettra un développement fulgurant et un renforcement très important de la puissance américaine. C'est alors que naîtra réellement l'économie monde américaine, dans le cadre toujours de ce processus de destruction créatrice. Ces emplois industriels qui disparaissent progressivement en Grande-Bretagne sont en train d'être remplacés par les emplois industriels américains, avec ces nouvelles technologies qui sont issues de la seconde révolution industrielle, mais qui atteindront, comme on l'a dit, leur sommet au cours de la crise de 29.
Cependant, et ça c'est le dernier point, cette mise en place de l'économie monde américaine, comment dirais-je, est aussi générée par une véritable volonté américaine de s'imposer comme première puissance mondiale. Et c'est ce qu'on voit justement dans la dernière partie du texte de Beveridge. La citation qui suit l'illustre parfaitement. De nos comptoirs de commerce sortiront de grandes colonies déployant notre drapeau et trafiquant avec nous. Nos institutions suivront notre drapeau sur les ailes du commerce. Et la loi américaine, l'ordre américain, la civilisation américaine et le drapeau américain seront plantés sur les rivages jusqu'ici en proie à la violence et à l'obscurantisme. Et ces auxiliaires de Dieu les feront dorénavant magnifiques et éclatants. Il s'agit ici d'une véritable manifeste, et on y reviendra pour l'impérialisme américain. Ce que sous-tend Beveridge, c'est la volonté initiale américaine de certains républicains, donc de la droite américaine, de conquérir, à l'instar justement des Britanniques et des Français, un véritable empire colonial. Mais cette volonté sera modérée par justement la gauche américaine qui empêchera ces conquêtes sous le prétexte, tout simplement, par la volonté de ne pas être une puissance colonisatrice, puisque les États-Unis sont issus de la décolonisation de l'Empire britannique. Donc de fait, cette volonté sera modérée, mais toutefois cet impérialisme s'accordera sur le fait, ou les impérialistes américains, qu'ils soient de gauche ou de droite, s'accorderont toutefois sur le fait d'une domination commerciale et politique des États proches, notamment des États d'Amérique latine, le Mexique, les États de la côte ouest de l'Amérique du Sud, notamment, comme la Colombie par exemple, qui seront des territoires qui seront soumis à la puissance américaine, sans être toutefois des colonies, comme ce qu'ont pu instaurer les Français et les Britanniques. De fait, effectivement, la puissance américaine s'affirme de manière manifeste tout au long du début du XXe siècle et aboutira justement à la construction d'un véritable empire économique. S'il n'est donc pas un empire colonial, ce sera bien un empire économique bâti justement suivant la volonté de Beveridge et d'une partie de l'élite politique américaine. L'économie monde américaine, cependant, ne connaîtra sa pleine affirmation qu'après la Seconde Guerre mondiale et l'abaissement final de la plupart des puissances européennes qui jusque-là pouvaient contester l'ordre économique établi par les Américains. Alors de fait, on a vu que cette période de transition de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle illustre à la fois le déclin de la Grande-Bretagne et de son économie monde au profit d'une économie monde américaine appuyée sur ces cycles économiques qui vont aboutir à la seconde révolution industrielle et à une nouvelle phase de croissance initiée au début du XXe siècle, qui va aboutir justement, ou qui trouvera son apogée au milieu des années 20, avant de décliner brusquement avec la crise des années 30. Cependant, le rôle économique des Américains est tellement affirmé au début du XXe siècle déjà, et va être renforcé par justement ces deux guerres mondiales, surtout la première parce qu'elle va mettre à bas les puissances rivales, et va réellement affirmer la puissance américaine à partir du début du début de l'après-Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945. Cependant, cette phase de transition est aussi intéressante parce qu'il y aurait pu avoir d'autres possibles, c'est-à-dire notamment le fait que d'autres États émergents à l'époque aient pu concurrencer progressivement les États-Unis, pays à la fois possesseurs de ressources, mais aussi pays extrêmement industrialisés et renforcés par la seconde révolution industrielle. Donc ces deux documents nous informent sur cette montée en puissance des États-Unis. C'est l'intérêt et cette relative stagnation, même si on voit une augmentation dans tous les domaines de la part de la Grande-Bretagne dans ces échanges mondiaux, mais on voit effectivement que au cours de cette période, d'après le premier document, on voit de plus en plus la concurrence des États-Unis et dans une moindre part de l'Allemagne face justement à cette domination britannique. Le discours de Beveridge, lui, nous montre aussi les intentions qu'il y a derrière cette montée en puissance des États-Unis et cette théorisation de la nécessité pour les États-Unis de devenir les leaders de l'économie mondiale. Même si, effectivement, selon Beveridge, ça passe par une colonisation, et même si une partie de la gauche américaine va s'opposer, assez brutalement d'ailleurs, à cette volonté de coloniser d'autres territoires.
On peut cependant aussi évoquer les limites du premier et du deuxième document. Alors, le premier document pose le problème de n'envisager justement que le volet purement économique et purement industriel de cette de ce renforcement de la puissance américaine. On ne voit pas par ailleurs, notamment d'autres puissances qui pourraient présenter un intérêt, d'autres puissances coloniales et économiques importantes, comme la France par exemple, ou d'autres puissances émergentes à l'époque, même si s'étaient industrialisées de manière extrêmement limitée, comme la Russie. Euh, euh, Par ailleurs, on n'envisage pas de volet social, on ne voit pas aussi eh bien, comment se développe la mise en place dans le cadre de la seconde révolution industrielle, du taylorisme dans les usines américaines, avant que cela ne passe au Fordisme, après justement la Première Guerre mondiale. Les limites du document 2 sont liées essentiellement au fait que l'auteur a bien sûr un parti pris impérialiste, c'est-à-dire la volonté de démontrer qu'il était nécessaire pour les États-Unis de conquérir un empire. Et en cela, effectivement, on sait, et on l'a démontré, cette volonté a échoué sur le plan politique, mais elle a réussi sur le plan économique. La domination, comment dirais-je, américaine sur d'abord sa sphère continentale autour de l'Amérique est réelle, mais n'en reste pas moins limitée jusqu'en 1914 à ce territoire américain. À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, cette puissance ne va se faire que monter, justement, que se développer. Cependant, le discours de Beveridge n'en demeure pas moins, effectivement, excessivement orienté et montre un parti pris manifeste pour la domination américaine. Tout cela nous amène effectivement à nous poser la question de savoir justement à l'échelle actuelle, dans la mesure où nous assistons à une nouvelle phase de transition, on pourrait se poser la question de savoir si les facteurs justement qui ont amené à la fin de domination de l'économie monde américaine sur l'économie mondiale, eh bien sont liés aux mêmes facteurs que ceux qui ont amené à la transition de cette fin 19e et de ce début du 20e siècle tel que nous l'avons décrit précédemment.